Nicolas, je suis le représentant du MSSO pour la francophonie. Et aujourd'hui, nous allons aborder toutes les petites nouveautés que la nouvelle version 29.0 nous a concoctées, et on va dire un maximum d'informations aussi concernant le MSSO en général. Alors, pour ceux qui ont l'habitude maintenant un petit peu de suivre mes webinaires, je ne travaille pas seul, c'est un travail d'équipe, et donc de temps en temps, vous allez m'entendre, pour ceux qui ne le savent pas encore, m'adresser en anglais à Sarah, qui est aux États-Unis et qui est la facilitatrice et qui nous permet justement de faire en sorte que tout se passe au mieux pour la formation. Sarah, I've just introduced yourself, so please. Okay. Bonjour, je m'appelle Sarah. So, thanks, Sarah. Thanks a lot. So, voilà. Je suis content parce que, voilà, je vois qu'il y a pas mal de monde qui se joint à nous. La particularité aujourd'hui, voilà, ce n'est pas comme un webinaire, on va dire, classique avec les informations, on va dire, plus standards, comment coder ou sur un domaine spécifique. C'est vraiment les nouveautés. Donc, des gens qui ont peut-être déjà l'habitude du MEDRA seront présents aujourd'hui pour connaître un petit peu toutes les nouveautés. Alors, pour ce faire, comme les gens continuent à arriver, vous savez, voilà, je trouve que c'est important de pouvoir rester informé. L'un des moyens que moi j'aime utiliser, c'est d'interagir via le groupe WhatsApp francophone. Donc, n'hésitez absolument pas à cliquer sur le lien. Comme ça, vous pouvez rejoindre le groupe et on vous tiendra informé des informations qui viendraient voilà, de notre part. Mais si évidemment vous avez des questions, c'est un moyen d'y répondre. Et il faut savoir aussi que parfois, dans les autres groupes, dans d'autres langues, quand il y a quelque chose qui me semble pertinent, je le traduis aussi en français et je vous le relais pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, il y aura un minimum aujourd'hui aussi d'interactivité. Pour ceux qui le savent, voilà, on va utiliser le système de Slido. Donc, il vous suffit simplement de prendre votre téléphone, de scanner le QR code et de pouvoir alors interagir au cours de la session directement en ligne. Donc voilà, je vous laisse encore quelques petites secondes pour tous ceux qui veulent cliquer sur le lien. Alors, il y a évidemment de slide plutôt standard. On va d'abord passer par là, on n'aura pas trop le choix. Mais j'ai simplement aussi envie de savoir ici, déjà, d'où venez-vous? Alors, ça vous paraît peut-être anodin, je sais que je pose régulièrement cette question-là, mais pour moi, c'est réellement important parce que c'est continuer justement à diffuser l'information et être aussi être présent parfois dans des régions où on parle évidemment le français, où on est peut-être un peu moins présent et vous avez besoin aussi qu'on vous représente un petit peu plus. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous demande de quel côté du globe vous venez afin d'essayer de continuer à avancer dans ce domaine. Je vois que ça tape. Bon, eh bien, c'est chouette. Donc, on a quand même pas mal, en tout cas, de personnes, en tout cas, majoritairement de France, de Suisse, de Belgique. C'est super sympa. Même de Roumanie, voilà, d'Italie. Voilà, donc, pas toujours besoin d'être dans un pays intitulé francophone pour pouvoir avoir des gens qui parlent le français. Donc, super. Merci à vous. Alors, l'introduction, pour ceux qui me connaissent, je vais vraiment passer en revue en 4e vitesse parce qu'on doit malheureusement y passer. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le MEDRA est donc une institution, c'est ce dictionnaire, on va dire, terminologique qui était
développé par le ICH, le Conseil international d'harmonisation. Et avec le temps, cet organisme s'est étoffé. C'était d'abord quelques petites structures plutôt étatiques, et puis après du réglementaire, des institutions pharmaceutiques. D'abord l'Europe, et on s'est un peu étendu vers les États-Unis, le Canada, le Japon. Et maintenant, d'autres pays nous ont rejoints, tels que évidemment la Chine, l'Arabie Saoudite et beaucoup d'autres pays. Donc, en 25 ans, il y a eu une belle évolution pour ce dictionnaire terminologique. Comme je le dis aussi, voilà, le MEDRA n'est pas géré par le ICH lui-même, il est géré par le MSSO dont je fais partie. Nous sommes en charge de la gestion quotidienne, de pouvoir justement vous prodiguer toutes ces informations, de pouvoir vous donner les formations, d'assurer la maintenance continue du dictionnaire. Toute la présentation que je vous donne, utilisez-la, faites-vous plaisir, elle est là pour ça. La seule chose, évidemment, il y a toujours un copyright, donc tout ce qui est logo, MEDRA, ICH, voilà, ça, il faut les respecter. Et si, évidemment, vous allez un petit peu loin dans les modifications des slides, libre à vous de le faire. Nous ne sommes pas responsables, mais il faut qu'on puisse voir facilement qu'une différence a été faite entre les slides d'origine et ceux que vous avez réadaptés. Voilà pour les bases, on va dire, légales. Au niveau du programme du cours, ce que nous allons aborder, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas une formation, c'est simplement vous présenter quelles sont les nouveautés, les changements apportés, les événements, les mises à jour, les traductions, tant au niveau de la terminologie MEDRA que des CMQ, mais également les documents de référence tels que les points à considérer, tout ce qui est aussi outils mis à votre disposition au travers du mapping des API pour vous aider justement à travailler au mieux et à utiliser le dictionnaire MEDRA. Il y aura un petit point sur les formations et sur les prochains événements. Alors, ce que je vais faire, c'est en fait, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord aller tout au fond, tout à la fin de la présentation. Je suis peut-être un petit peu retors, mais j'ai un petit peu adapté la présentation parce que je pars du principe que nous sommes tous des êtres humains, que parfois une formation, ça peut être long et que souvent, au plus on s'étend sur la fin de la présentation, on commence à peut-être en avoir un petit peu marre, ce qui est tout à fait humain, je le comprends. Surtout que il y a parfois des informations qui ne nous concernent pas. Quand il va y avoir des événements liés peut-être en Chine, en Corée, en étant francophone, on se sent moins concerné. Et donc, on perd de l'audience. Et donc, maintenant, j'ai créé, on va dire, un petit formulaire auquel je souhaiterais que vous répondiez activement pour justement continuer à faire évoluer les webinaires, les événements auxquels le MSSO et la francophonie devraient participer selon vous, et toutes les formations en général qui sont données. Donc, hop, on va passer en avant, comme ça vous avez déjà un petit avant-goût. Voilà. Donc, on part ici sur le système du slider, comme je vous l'ai dit, et où justement, comme je vous l'ai dit, votre avis compte. La communication est vraiment importante, c'est essentiel pour faire évoluer les choses et pour continuer à avoir ce retour. On a besoin de s'améliorer. Je n'ai pas envie d'avoir quelque chose où j'ai un retour où on me dit on s'embête, on a déjà vu ce genre de webinaire. Je peux le comprendre et donc j'ai besoin que vous puissiez m'aider pour que moi aussi je puisse relayer l'information. La première question sera: comment avez-vous été informé de la tenue du webinaire ici au Watsim? Ok, donc je vois quand même que pour beaucoup, en tout cas, l'invitation, sans doute le mail que j'ai envoyé ou envoyé par le MSSO, en tout cas, a fait son effet. Donc, c'est pas mal.
Alors, la question suivante. Vous avez été informé d'une certaine façon, mais peut-être qu'évidemment, vous auriez préféré l'être d'une autre façon. Et c'est important parce que c'est ça qui va amener aussi certains petits changements. Voilà, bon, apparemment, en tout cas, tout ce qui est email semble être quelque chose d'important pour vous. Groupe WhatsApp, top. Ok, génial. Super. Alors, finalement, au niveau des formations, quel est un petit peu votre niveau? Alors, quand je parle de niveau, comme je dis, voilà, vous êtes nouveau et vous découvrez Medra, vous avez juste besoin d'un refresh en général, vous avez besoin encore pour certains webinaires, c'est une obligation. Il n'y a aucun mal à ça parce que c'est tout à fait légitime aussi que les structures mettent ça en place. Et donc, justement, cette notion de formation continue où les gens voilà, doivent suivre parce qu'on leur impose d'être tenus à jour, je peux comprendre qu'il peut y avoir le côté parfois redondant en se disant merde, il nous dit toujours la même chose. Donc, c'est important parce qu'alors, comme ça, on peut aussi adapter peut-être encore un peu plus les formations pour vous la rendre plus agréable aussi. Alors, le point suivant. Vous savez qu'il existe un certain nombre de webinaires. Certains ne sont pas toujours présentés en français. Ça, c'est un peu la liste de ce qui existe actuellement. Et donc, j'ai besoin de savoir dans cette liste-là de ce qui se fait actuellement, ce qui est important pour vous. Ok, finalement, le Watson reste intéressant. Le codage avancé. Le codage interactif, pour votre information, c'est un webinaire qui souvent n'est pas toujours présent en français. Et cette année-ci, j'ai décidé en tout cas de le placer. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette possibilité-là, je le ferai. Je ne sais pas si ce sera encore une fois ou deux au cours de l'année, mais je sens que c'est quelque chose d'important, tout comme les erreurs médicamenteuses, est quelque chose d'assez important. Donc, je suis content de voir que vous réagissez à tout ça. Alors, ça, c'est ce qui existe, mais éventuellement, qu'est-ce que vous aimeriez bien recevoir comme type de formation? Sachant aussi que généralement, vous êtes peut-être au courant qu'il existe certaines petites, on va dire, capsules YouTube où vous expliquez peut-être certaines formations telles que par exemple le MVAT ou comment se loguer ou des choses comme ça, qu'il existe maintenant le système de LMS sous forme de modules plus ou moins longs ou pas, mais ce n'est pas nécessairement toujours le système qui convient à tout le monde. Et parfois, voilà, sous forme d'un petit webinaire de 2 heures, même si c'est quelque chose qui existe sous un autre format, pourrait peut-être aussi être intéressant et être donné. Donc, ok, le médusage, le codage, tout ce qui est abus. Donc, abus, erreur médicamenteuse, donc ça sera fait partie de la même situation. Ok, l'utilisation des outils, je pense que c'est quelque chose qui a l'air... oui, les dispositifs médicaux, surtout que c'est quelque chose qui est de plus en plus important avec la nouvelle régulation justement sur tout ce qui est justement medical device. L'utilisation des outils. Ça, j'entends bien que ça a l'air d'être quelque chose de très important pour vous. Donc, utilisation du dictionnaire en ligne. Ok, super. Alors, je vous avoue, on a presque fini. Après, je ne vous embêterai plus d'un point de vue proactif. Comme vous le savez, voilà. Hop. Alors,
je dirais que une des grosses particularités que nous avons en tant que francophones, c'est que on est un petit peu disséminés partout à travers le monde. Souvent, ce sont des régions très géographiques. Vous avez la Chine, et donc une immense région, l'Inde, l'Amérique latine avec l'espagnol, mais nous, on se retrouve un petit peu partout. Et donc, selon évidemment les personnes qui sont présentes ici aussi, c'est vrai que on peut se dire, tiens, l'Europe est peut-être le meilleur endroit, mais comme je vous l'ai dit, le but est de toucher tous les francophones. Donc j'ai besoin aussi de savoir ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Peut-être vous avez une frustration aussi parce que vous dites, flûte alors, c'est toujours au même endroit et on voudrait aussi pouvoir avoir une autre présence. Ok. Super. En tout cas, l'Europe reste évidemment très présent. Le Canada, je pense aussi. L'Afrique, Proche-Orient et tout. On oublie quand même que finalement, la francophonie, d'ici très peu de temps, la majorité se situera en Afrique. Donc, c'est quelque chose d'important aussi. Et selon vous, à quel type d'événement le MSSE devrait assurer une présence? Est-ce que c'est simplement être présent à des congrès? Est-ce que c'est lors d'événements plutôt de recherche clinique, lors de sessions d'information, d'ateliers pratiques? Ok, donc en tout cas, au niveau des ateliers MEDRA, ça reste quelque chose de demander. Top. Alors, on a presque fini. Le suivant, je vais vous demander simplement, il va falloir que vous tapiez. Parce que finalement, c'est dans quel type d'événement? Parce que je vous ai demandé, voilà, je vous ai donné sur le slide précédent, voilà, dans quel type d'événement, mais vous avez peut-être, vous, spécialement, des noms en tête d'un événement auquel vous dites, on y va régulièrement, mais on ne voit peut-être pas suffisamment le MSSO. Je vais par exemple parler ça pourrait être le DIA, ça pourrait être l'ESMO, je n'en sais rien. Voilà, ce sont des noms qui me viennent comme ça selon le type, on va dire, d'activité. Et peut-être que vous dites, voilà, ce serait sympa d'avoir peut-être une représentation. Je vois en tout cas que certains événements reviennent régulièrement, donc je pense que c'est intéressant de le prendre en considération, sincèrement. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite liste que vous êtes en train de me pondre. Alors, il reste, je pense, un slide. Voilà. Et selon vous, sous quelle forme la présence du MSSE doit-elle être là? Est-ce que c'est simplement être juste présent pour pouvoir répondre éventuellement aux questions des utilisateurs? Est-ce que c'est avoir un stand? Est-ce que c'est réaliser une petite conférence, avoir des sessions informatives? Voilà. Super.
Bon, ben voilà. En tout cas, je voulais sincèrement vous remercier parce que ben voilà, c'est quelque chose qui est important pour vous justement vous aider, vous, en nous aidant, nous, à savoir ce que vous souhaitez. Comme je l'ai dit, j'ai été peut-être un peu retors en commençant par la fin pour être certain d'avoir un maximum d'informations, mais je pense que c'est tellement important d'avoir le maximum de personnes qui puissent répondre et être présents que ben voilà, j'ai préféré faire cette petite entorse à la structure habituelle. Mais ce n'est pas pour autant que on va oublier la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, finalement, quelles sont ces nouveautés qui ont été apportées au niveau de la version 29.0 de Medra? La version a été publiée le 1er mars, donc c'est quelque chose de très récent. Nous sommes ici le 5 mars, ce qui veut dire que la version anglaise est publiée. Malheureusement, les versions en langue régionale, donc le français, n'est pas encore disponible et ce sera seulement à partir du 15 mars. Donc, soyez un petit peu patients, mais je ne doute pas que la majorité d'entre vous travaillent aussi en anglais et que donc, c'est déjà important ici d'avoir les informations. Comme vous le savez, il y a 2 releases par an, une en mars, l'autre en septembre. Celle de mars est dite complexe, c'est-à-dire que tous les niveaux de hiérarchie sont impliqués, pas uniquement le PT et le LLT, mais également le HLT, HLGT et le SOC. On n'est pas resté inactif pendant tout ce temps-là. Vous nous avez quand même demandé pas mal de modifications. 1380 ont été demandés, y compris en ce qui concerne les SMQ. Alors, ce n'est pas parce qu'on en a reçu 1380 que toutes ont été évidemment acceptées. Actuellement, il y en a 1042. 333 n'ont pas été approuvées. Alors, ça peut être pour différentes raisons, parce que peut-être l'information n'était pas suffisamment claire, elle était peut-être parfois redondante, peut-être qu'on attend encore, il y a des mises en attente et que certaines non approuvées sont liées aussi à des mises en attente. Donc voilà, mais comme vous voyez, la majorité des modifications et des demandes de changement ont été bien approuvées. Ces changements entre la version 28.1 et 29, on peut le voir ici finalement au travers de ce diagramme. C'est une représentation par SOC qui va permettre de vous montrer finalement quel SOC s'est vu infliger le plus de mises à jour et de changements. Il y a des choses qui sont évidemment excessivement logiques, parce que tout ce qui est déjà actes chirurgicaux et investigations, par essence, ce sont déjà des SOC excessivement lourds, très chargés, dans lesquels il y a déjà beaucoup de termes. Donc, on a tendance évidemment à continuer à les étoffer. Et puis après, évidemment, selon aussi certaines tendances du moment, certaines évolutions au niveau de la santé ou parfois aussi de la demande spécifique faite par les utilisateurs lors de change request. Et il arrive parfois que ce soit vraiment un domaine concerné qui soit d'une fois à l'autre plus impliqué. La fois passée, on a eu beaucoup d'ophtalmo. Cette fois-ci, on a un peu plus au niveau aussi de tout ce qui est lésions, aussi au niveau des néoplasmes et des lésions. Et c'est intéressant justement de parler justement des néoplasmes, puisque il y a certaines modifications un peu plus importantes qui ont été appliquées à ces SOC-là. Comme je vous l'ai dit, les changements, c'est tous les niveaux, donc c'est PT, LLT, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de changement au niveau du SOC. Parce que ça pourrait très bien arriver que l'on fasse passer un événement d'un SOC à un autre, mais on pourrait très bien aussi, ça arrive, rajouter un SOC, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. La seule chose qui a été réalisée ici, dans les modifications de hiérarchie, ça a été justement au niveau du HLT, où il y a eu notamment une
Il y a deux éléments. Il y a eu un nouveau HLT qui est apparu, les infections à poliovirus, et une fusion de HLT. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? En fait, cette nouveauté vient du fait qu'on a remplacé précédemment le HLT qui était poliomyélite par cette nouvelle infection à poliovirus au niveau du HLT et qui est assez conforme avec finalement les dénominations actuelles au sein du MEDRAM et qui reflète surtout la taxonomie et l'usage médical standard. C'est pour ça que ces modifications ont été apportées et comme vous le savez pertinemment bien, les poliovirus sont un groupe finalement de virus qui vont causer notamment la poliomyélite, qui est une maladie hautement infectieuse et qui atteint évidemment le système nerveux central, pouvant entraîner des paralysies. Donc, c'était assez logique finalement d'adapter cette classification. Alors, comme je vous l'ai dit, les modifications qui sont apportées sont complexes et ne vont pas toucher que la partie, on va dire, codage standard, c'est-à-dire nos fameux SOC, PT, LLT, mais ça peut toucher également les SMQ. Ça fait déjà maintenant un certain nombre de versions qu'il n'y a pas eu d'ajout de SMQ. À l'heure actuelle, nous en sommes toujours à 110 SMQ de niveau 1, c'est-à-dire le niveau le plus standard. Après, nous avons évidemment un niveau hiérarchique, c'est comme un arbre dichotomique avec des sous-classifications et des sous-SMQ qui vont nous amener à un niveau un nombre toujours de 230 SMQ. Il n'y a donc pas eu de modification pour cette version 29.0. Mais peut-être que dans le futur, il y en aurait, ça je vais aborder le sujet un petit peu plus tard. Au niveau des PT, évidemment, comme vous le savez, les PT sont finalement ces concepts médicaux qui vont faire le lien avec les SMQ. Et donc là, on a évidemment quand même adapté en fonction des nouveaux termes qui ont été rajoutés. Eh bien, ces liens de concepts médicaux ont été également pris en compte là dans les liens des SMQ. Comme toujours, que ce soit pour les SMQ, que ce soit pour les termes, on va dire standards, si vous avez quelque chose qui vous turlupine ou vous voulez avoir du changement, n'hésitez pas. Vous simplement utilisez le change request et vous allez introduire votre demande. Comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité de le faire avec un outil en ligne au travers notamment de la nouvelle version du web browser, mais c'est surtout aussi un moyen pour vous d'interagir avec nous et de nous demander des changements. Ces changements, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas les voir refusés, il nous faut que ça soit fait en anglais et que ça soit justifié. Pas nous dire simplement, oh tiens, on a envie d'avoir un nouvel SMQ ou un nouveau PT juste parce que ça peut être sympa. C'est vrai que ça peut l'être selon votre domaine d'activité, mais s'il vous plaît, donnez-nous un maximum d'informations pour que l'on puisse vous aider au maximum et répondre surtout à votre demande. Alors, je vais juste voir si il y a des questions ou pas. Non, je n'ai pas l'impression. Ok, super. Pas de questions, donc je continue. Alors, dans ce changement complexe au niveau de la structure MEDRA, ce n'est pas uniquement rajouter des termes, ce n'est pas uniquement, comme on a dit, changer un HLT ou fusionner des HLT, c'est parfois également aussi repositionner des termes d'une catégorie à une autre. Alors, pourquoi cela a été fait? Parce que beaucoup d'utilisateurs
reviennent vers nous et nous disent, ben voilà, on se rend compte notamment au niveau des erreurs médicamenteuses ou des problèmes liés à l'utilisation des médicaments, que ce n'est pas toujours chose aisée d'identifier le terme et le concept qui se cache derrière, en se disant, ben finalement, est-ce que le résultat est plutôt faux? Est-ce que c'est incorrect? Est-ce que finalement, est-ce que c'est une erreur liée à, oui, à une simple erreur, ou est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que c'est un accident? Et donc, c'est pour ça, en fait, que l'on a décidé de réorganiser un certain nombre de termes au niveau des erreurs médicamenteuses. Alors, les erreurs médicamenteuses, c'est parfois quelque chose de très large. C'est dans l'erreur elle-même, c'est aussi parfois dans la façon d'administrer le médicament, c'est la façon aussi dont le médicament va pouvoir être stocké. Et donc, certains termes ont vu leur PT modifié pour refléter de manière, on va dire, plus juste le verbatim rapporté, le choix du LLT, et donc éviter une confusion et se dire, ben voilà, comme une diminution accidentelle de la dose, ben, erreur de dose, ben, alors on pourrait se dire que tiens, finalement, une erreur de dose, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a trop donné? Est-ce qu'on a donné pas assez? Est-ce que ce n'est pas la bonne fréquence ou pas? Ici, c'est une diminution de la dose, donc on a tenu compte de l'ensemble de l'information, qui est le caractère accidentel, c'est aussi une notion de dosage, donc finalement, bah, c'est plutôt un problème de posologie. La dispensation d'un médicament ben, qui est périmé, ben, ce n'était pas finalement ben, une erreur, c'est plutôt, ben, on ne sait pas si finalement l'erreur était volontaire ou involontaire, donc c'est un problème. Donc ça nous permet évidemment d'éviter de cataloguer et de soit de rester ben, général parce qu'on n'a pas d'information, on ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est accidentel, et si on a l'information, ben, ça nous permet justement de classifier de manière beaucoup plus juste. Alors, il y arrive aussi parfois que un certain nombre de termes ont été, on va dire, renommés, rechangés pour des petites raisons qui peuvent parfois être anodines, mais qui, voilà, qui ont quand même leur importance, telles que des fautes d'orthographe, des problèmes de ponctuation, ou alors des espacements. Donc, on n'a pas toujours la vision quand on voit le terme apparaître au niveau du browser, mais lorsque vos informaticiens doivent peut-être programmer et charger les données, ben, là, ça peut induire des erreurs au niveau de la programmation parce qu'il y a un espace qui s'est glissé entre. Le problème de la traduction aussi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis à la fois le terme originel en anglais et la traduction en français. À savoir, évidemment, que la terminologie MEDRA à la base est en anglais, et puis après, évidemment, traduite dans un certain nombre de langues nationales. Selon, évidemment, la traduction, selon la langue nationale, le mot anglais qui a peut-être été à l'origine d'une modification pour une erreur orthographique ou de ponctuation, mais ne se retrouve pas dans la langue française. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis à chaque fois ici les 8 termes qui ont été modifiés en vous mettant, par exemple, les modifications qui sont apparues. Par exemple, ici, nous avons interventricular septum left shift. En anglais, c'était intraventriculaire, qui est devenu, en fait, maintenant, c'était interventriculaire, mais qui était déjà correctement orthographié en français pour la notion de interventriculaire. Par contre, on a eu un petit accent aigu dans la traduction originelle qui manquait en français, et donc on l'a corrigé. Donc vous voyez que un problème qui était peut-être présent ici en anglais ne se retrouve pas nécessairement en français parce que c'était peut-être déjà bien orthographié, et c'est peut-être à un autre endroit que la faute d'orthographe se retrouve. Donc voilà, donc le tableau va simplement vous montrer quelles ont été les petites modifications, mais voilà, donc rien de bien grave, mais c'est simplement pour continuer à être le plus précis possible.
Une grosse nouveauté, c'est l'utilisation au niveau des PT d'un terme qui est suspecté. Alors, suspecté, ici, c'était dans le cadre du off-label. Alors, beaucoup utilisent parfois déjà, même en français, on comprend ce que ça veut dire off-label. En français, c'est une traduction qui est un peu plus longue, qui est non conforme au document de référence. Précédemment, il n'y avait pas cette notion de suspecté, suspected. Donc, vous avez ce qui existe actuellement, qui y avait dans la version 28.1, qui était uniquement la version, entre guillemets, qui ne contient pas la notion de suspected. Et maintenant, dans la version 29.0, en plus finalement du off-label, ou ce qu'on pourrait dire ici, qui est donc non conforme au document de référence, on a une section PT suspecté qui est rajoutée. Je n'ai pas su vous mettre la traduction ici en français, comme je vous l'ai expliqué, pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas disponible officiellement avant le 15 de ce mois. Donc, pour l'instant, vous avez encore uniquement à disposition la version anglaise. Pour la version française, vous devez simplement encore attendre un petit peu. Alors, on pourrait se dire, cette notion de suspected était quelque chose qui avait été demandé par les utilisateurs. Et donc, ça prouve aussi que finalement, le MEDRA change, parce que ceux qui ont peut-être assisté la semaine passée au webinaire avec justement qu'est-ce que le MEDRA et comment l'utiliser, on dit que normalement, tout ce qui était qualificatif n'était pas utilisé. Voilà, pour certains cas de figure, on adapte aussi le MEDRA à l'usage et à l'évolution aussi à la fois des besoins des utilisateurs et de la réalité du terrain. Toutes ces modifications, vous pouvez les avoir au travers des rapports de version que vous pouvez obtenir lorsque vous chargez vos fichiers après avoir été évidemment en ordre de licence. Vous pouvez le faire au travers du navigateur. Et il vous suffit simplement alors de charger ce rapport de version qui va vous permettre d'avoir très rapidement une information en vous disant OK, tiens, le nombre de changements, à quel niveau, est-ce que combien on a de niveau de LLT, de PT, est-ce qu'il y a des changements au niveau voilà, des SMQ, comme je l'ai dit, on n'a aucun changement qui ont été faits. Donc, c'est quelque chose qui vous permet simplement d'avoir un petit résumé de ces modifications entre la version 28.1 et la version 29. Cette maintenance proactive, c'est un petit peu ce que j'ai fait aussi en tout début de séance en vous demandant de participer à ce questionnaire. Et donc, c'est vous, en tant qu'utilisateur, aussi, c'est de nous signaler quand il y a des erreurs, d'essayer de nous dire, tiens, il y a peut-être des incohérences, ou suggérer, on va dire, certaines améliorations, certaines modifications. C'est ça qui a amené des changements d'emplacement hiérarchique, mais également aussi d'amener certaines spécificités, telles que par exemple le degré de brûlure. Avant, ce n'était pas le cas, ou alors c'était parfois partiel. On avait parfois simplement brûlure, mais au premier degré, mais on n'avait pas le deuxième ou le troisième degré. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qui se sont étoffées pour répondre à votre besoin. Pour pouvoir le faire, comme on a dit, ces modifications, vous savez le faire au niveau des change requests, mais vous pouvez le faire également au niveau de l'envoi d'un mail, au niveau de l'adresse que vous voyez là avec le SSE Help, et vous demandez, tiens, telle petite erreur orthographique, tel changement, on voudrait toujours, comme je l'ai dit, en anglais et avec une justification afin de pouvoir justement vous aider à répondre au maximum. Et ça a été en fait très utile parce que je vous ai parlé tout à l'heure justement dans les SOC qui sont fortement impactés. Il y a notamment les investigations, les SOC, comme je l'ai dit, actes chirurgicaux et médicaux. Et cette fois-ci, il y a aussi un gros changement qui a été opéré au niveau du SOC lié à tout ce qui est tumeur et néoplasme. En fait, un utilisateur MEDRA
a demandé de revoir en fait le concept de malignité secondaire au niveau du LLT, par exemple, un carcinome secondaire. Il a demandé pourquoi, parce que finalement, au moment où le terme secondaire, malignité secondaire, a été créé, mis à disposition il y a quelques années de ça, la médecine était ce qu'elle était, et les connaissances étaient ce qu'elles étaient, et puis aussi les codeurs se satisfaisaient peut-être de certaines termes mis à disposition, mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Et donc, cet ensemble de paramètres ont amené aussi à faire évoluer les termes mis à disposition. Et on s'est dit, finalement, le terme de malignité secondaire, qui avant était plutôt considéré comme, on va dire, un synonyme de métastase, maintenant doit être vu comme étant un autre cancer, un cancer primaire, souvent, en tout cas, distinct du premier cancer qui a été diagnostiqué et qui n'a pas nécessairement de lien avec ce premier cancer. Et donc, pour éviter d'avoir une certaine confusion, d'avoir des problèmes au niveau peut-être de l'analyse des données, des malentendus dans la communication, on s'est dit, voilà, on va simplement considérer que les termes actuels liés à la malignité secondaire dans le MEDRA vont changer de statut afin d'être plus clarifiés. Ce qui fait qu'actuellement, il y a 24 termes qui avant étaient liés à la malignité secondaire et maintenant sont passés avec un statut dit périmé. Périmé, comme vous le savez, ce sont les termes qui sont toujours bien présents dans la classification MEDRA. Ils ne disparaissent pas. Si vous avez besoin pour votre analyse, vous pouvez toujours cocher dans le browser la case current ou d'usage. Ils apparaîtront toujours, mais ne les utilisez plus pour coder. Et donc ici, ce que je vous montre sur cette page-ci, ce sont justement quelques exemples de ces 24 termes qui ont existé, qui sont toujours présents à titre, on va dire, informatique et, on va dire, historique dans votre base de données, mais leur statut est devenu périmé. Donc, par exemple, le carcinome secondaire, qui avait été l'exemple qui avait été introduit par l'utilisateur pour faire cette requête de modification, eh bien, maintenant, le statut en lui-même n'existe plus, c'est devenu un LLT périmé. Donc, si maintenant vous cochez, donc on va, vous n'avez pas le secondary carcinome, je vais faire hop. Donc, vous voyez, ici on est en version 22. Vous voyez, secondary carcinoma n'apparaît pas. Je vais mettre non-current visible. Search. Et vous voyez, le secondary carcinoma apparaît bien en rouge, encadré en rouge, indiquant bien que c'est un non-current. Je ne sais pas vous faire l'exercice en français, comme je vous l'ai dit, parce que pour l'instant, malheureusement, ce n'est toujours pas disponible. Vous allez devoir attendre le 15, mais en anglais, c'est déjà tout à fait disponible. Et pour plus de détails, comme on l'a dit, allez voir les rapports de version et vous aurez alors justement le détail de ces termes-là. Au niveau des SMQ, comme je vous l'ai dit, il n'y a toujours aucune modification qui a été apportée. On est toujours donc à 110 de base, 230 au total, mais il y a du changement qui est en vue, car de nouveau, des demandes ont été faites. L'oncologie est un domaine au niveau de la médecine qui est en plein boom, très concerné par beaucoup notamment de recherche clinique. Et donc évidemment, qui dit recherche clinique, dit termes rapportés, et donc nécessité de coder, d'assurer le suivi, les signaux
de détection. Et une demande a été justement faite concernant les tumeurs malignes à cellules T et d'élaborer éventuellement des SNQ liés à tout ce qui est lymphome malin. Là, on va dire, on va dire plutôt de faire une sorte de teasing parce que c'est quelque chose d'excessivement récent. C'est une demande qui a été faite fin d'année dernière. Ici, donc maintenant, les groupes d'experts ont été mis en place et la première réunion a eu lieu ici début février. Donc, c'est vraiment tout à fait récent. Et donc, maintenant, ça va être sur base des demandes, de voir ce disciplinement, les concepts, les PT liés à ces lymphomes malins peuvent se retrouver déjà derrière peut-être des CNQ existants. Est-ce que ça vaut la peine de créer quelque chose de nouveau? Voilà, ça c'est un petit peu on va dire ce qui est en train de se passer actuellement et qui nécessite justement un peu de réflexion, qui amènera soit à la création peut-être d'un SMQ, de plusieurs SMQ ou de peut-être pas du tout, parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas relevant du tout et qu'il y a déjà quelque chose d'existant qui se cache avec ces concepts différents derrière d'autres SMQ. Les traductions MEDRA, comme vous le savez, on essaye de répondre en fait au maximum aux besoins des utilisateurs. Il y a aussi une directive européenne qui oblige maintenant justement dans le cadre de l'information de la prescription électronique de mettre à disposition la terminologie dans les langues nationales officiellement reconnues. Donc actuellement, nous avons déjà 28 langues qui sont disponibles dans le MEDRA où les termes anglais initiaux ont été traduits et un certain nombre sont encore en cours de traduction, tels que le bulgare, le maltais, le roumain et l'ouzbek. Donc ça sera sans doute dans les mois à venir que ces langues passeront en statut publié. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas que les changements au niveau des hiérarchiques qui se font ou des termes proposés ou des SMQ, mais il y a également au niveau des documents de référence qui sont mis à votre disposition que des modifications sont faites pour refléter justement les changements apportés. Dans ce qu'on appelle les points à considérer, qui sont finalement, je dirais, cette sorte de mini-bible, c'est un petit peu des conventions de coding. C'est ces guidelines qui vont vous permettre de maintenir une harmonisation, un codage standardisé pour faire en sorte que les données qui vont être extraites, analysées, soient fiables et soient analysables par les autorités ou même en interne, sans qu'il y ait justement à se poser trop de questions parce qu'il y a une disparité dans la façon dont ceux-ci ont été codés ou peut-être justement mal orientés. Et comme on l'a dit, il y a une évolution qui se fait, donc il y a des choses qui existent déjà depuis un petit temps, et puis de plus en plus maintenant, des facteurs importants interviennent au niveau de la pharmacovigilance notamment, c'est tout ce qui est ce lien avec la qualité des produits, les erreurs médicamenteuses, l'exposition, les mésusages, l'utilisation non conforme d'un produit. Eh bien, tout ça, maintenant, est mis également à jour au sein de ces documents points à considérer. Comme vous le savez, initialement, ils étaient en anglais et depuis fin de l'année dernière, ils ont été traduits intégralement en français. Donc, c'est comme pour les formations, c'est parfois plus facile, même si on travaille en anglais, de parfois suivre une formation dans sa langue maternelle ou de lire des documents de référence qui sont parfois lourds, de le faire justement en français. Les modifications ont également été apportées dans tout ce qui est récupération de données, mais là, c'est juste pour dire c'est le numéro de version et le changement de date. Donc, le contenu en lui-même n'a absolument pas changé. Lui aussi a été entièrement traduit fin 2025. Et pour tout ce qui est compagnon documents, là, la mise à jour est prévue pour 2026. Mais sachez évidemment qu'au niveau du compagnon, le document est disponible uniquement en anglais et en japonais.
ça va être quelques changements, on va dire, mineurs. Ça va plutôt concerner comment dire, des changements au niveau plutôt de la qualité liés au manufacturing. Peut-être là, il y aura aussi l'ajout aussi par rapport à tout ce qui est vaccin, agents biologiques ou les molécules larges, avec un peu plus d'exemples pour expliquer tous ces chapitres-là. Alors, le MEDRA, comme vous le savez, ce n'est pas uniquement, voilà, c'est un dictionnaire terminologique, c'est un ensemble comment dire, de données qui sont mises à votre disposition pour pouvoir justement coder au mieux, mais on ne code pas nécessairement qu'avec le MEDRA, selon le secteur d'activité dans lequel on travaille, et parfois aussi, que ce soit peut-être plus avec le secteur hospitalier, avec la partie peut-être plus financière et tout, on va utiliser une terminologie ou une autre. On a tout ce qui est l'ICD, il existe déjà un système de mapping donc qui vous permet de réaliser cette corrélation entre la terminologie MEDRA et l'ICD-10. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, il existe un mapping ICD-10 vers le MEDRA. Il est mis à jour deux fois par an et il y a des nouveaux termes qui ont été rajoutés au mapping pour justement, on va dire, continuer à agrandir la finesse de coding et permettre d'augmenter le nombre de corrélations entre les deux dictionnaires terminologiques. Pour comment dire, pour accéder à ça, il vous suffit simplement d'aller sur la page MEDRA sur le site web dans la partie download et donc là vous avez les différents liens qui sont mis à votre disposition et donc vous voyez ici que la dernière mise à jour et release vers l'ICD-10 a été faite en janvier 2026. Alors, on a parlé tout à l'heure, vous m'aviez dit quelque chose de super important, les medical devices, donc les dispositifs médicaux. L'IMDRF qui se concentre justement sur ce chapitre-là a également aussi un mapping du IMDRF vers le MEDRA. Donc, comme vous le voyez, on essaye continuellement de maintenir ce lien entre organisation et entre terminologie pour permettre aux utilisateurs de se dire, OK, je ne vais pas nécessairement recoder manuellement chaque terme d'une autre façon s'il existe déjà avec une autre terminologie. Ici, on vous aide au travers d'un mapping. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez récent, puisque ça date seulement de 2025, cette interaction ici entre le ICH qui est détenteur donc, du MEDRA et l'IMDRF. Donc, tout doucement, vous allez commencer à avoir aussi de plus en plus de termes mappés entre les deux et la possibilité justement d'avoir cet accès-là. Le SNOMED, aussi un bon mastodonte pour ceux qui connaissent, plutôt la terminologie en secteur hospitalier. Là, on est à plus de 2 millions de termes. Donc, vous voyez, entre plus de 2 millions et les 90 000 au niveau du MEDRA, c'est un peu le grand écart. Mais justement, n'oublions pas que le MEDRA a une classification hiérarchique qui permet finalement d'augmenter le choix des termes. Et le SNOMED est dans le secteur hospitalier, n'est pas vu d'un point de vue réglementaire, donc les objectifs sont tout à fait différents. L'approche est différente. Le MEDRA, il y a besoin de plus d'analyse. Le SNOMED, c'est finalement essayer de trouver un terme qui correspond quasiment directement à ce que l'investigateur a remis, à rapporter sans trop creuser la nénette et se dire, tiens, si je n'ai pas le terme exactement rapporté, comment pourrait-on le coder? Voilà, c'est cette grosse différence entre le SNOMED et le MEDRA. Et pour aider quand même aussi à faire ce lien entre les deux, un mapping aussi évidemment été mis en place. Alors, avoir des outils tels que le mapping, c'est génial, mais
ce qui est encore plus facile, c'est quand on a justement des interfaces de programmation qui sont mises à votre disposition pour pouvoir justement réaliser tous ces exercices de mapping. Ou sinon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Vos développeurs informatiques aussi peuvent s'arracher les cheveux. Et donc, on a maintenant à disposition au sein du dictionnaire, du MEDRA, de plus en plus d'API qui sont mises à votre disposition. Alors, si vous voulez simplement les retrouver, on va sur le site, MEDRA, les outils. Et voilà. Donc ici, vous avez, c'est sur l'ancien site, le type d'outils mis à votre disposition, tels que le browser, tout ce qui est les SMQ, le MVAT qui va être la comparaison entre différentes versions, tout ce qui est justement le mapping et les API qui sont mises à votre disposition. Et donc voilà, vous voyez, vous avez toute l'information après avec les liens qui sont mis à votre disposition, avec les différentes terminologies qui sont en lien. Alors, avant de clôturer, parce qu'il nous reste quelques petites minutes, au niveau de la terminologie, voilà, vous avez vu qu'il y a eu des modifications au niveau des termes qui ont été rajoutés. Dans le SMQ, pour l'instant, pas de changement, mais il y en aura peut-être bientôt, donc on garde un œil dessus. On sait tous que finalement, l'argent, ça reste un petit peu le nerf de la guerre. Il faut savoir qu'en fait, depuis 2005, le MEDRA n'a pas augmenté ses tarifs. Et donc, ce qui veut dire qu'entre les tarifs que vous avez eus en 2025 et en 2026, on n'a toujours pas augmenté. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour rendre justement cette terminologie accessible à un maximum d'utilisateurs sans exploser dans les prix, parce que c'est une contrainte qui est malheureusement indéniable. Donc, il y a différents moyens pour souscrire. Et maintenant, avec des liens qui sont fournis lors de la souscription, c'est facile et sécurisé. Donc, les personnes en charge de ça, n'hésitez pas à le faire. Faites justement super attention parce que même le MEDRA est susceptible aussi de se faire hacker. On est à l'abri de rien. Il y a des tentatives de phishing comme partout. Donc, c'est pour ça que le MEDRA est géré quotidiennement par le MSSE, cette structure qui va justement assurer la maintenance, les traductions, les formations, mais également s'assurer de cette sécurité d'outils mis à votre disposition. Et je vais vous donner un exemple. Il y a peu de temps, un site Internet quasiment ressemblant trait pour trait à celui du MEDRA MSSE a été mis en ligne. Et en fait, c'était des hackers qui s'étaient organisés. Et sans, on va dire, la présence d'esprit d'utilisateurs, c'était en Russie, qui ont remonté l'information en disant tiens, c'est quand même bizarre, ça ne ressemble pas tout à fait. Et on a pu démanteler et faire fermer le site. Donc, de nouveau, comme je vous ai demandé d'être proactif, la proactivité, ce n'est pas uniquement dans le fait de rajouter des termes, c'est aussi nous dire on suspecte là quelque chose qui ne me semble pas tout à fait normal par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la structure. Donc, faites aussi attention. Et de toute façon, je sais très bien qu'au niveau de chaque organisation, il y a des formations qui sont en continu par rapport à ça. Donc, tout ce qui est formation et mise à jour, justement, je vous ai parlé tout à l'heure des webinaires, mais il existe maintenant ce système de LMS où c'est un apprentissage qui est plutôt en ligne, où vous avez la possibilité de réaliser par vous-même les formations. Elles peuvent être certifiantes ou simplement recevoir un badge en disant « Ok, j'ai suivi tel et tel module ». Donc, vous avez cette liberté. Faire attention parce qu'on m'a déjà dit « Tiens, je constate que le contenu du webinaire est beaucoup plus restreint que celui d'un LMS », ce qui est logique. Un webinaire, c'est 2 heures. Le LMS,
ce sont des parcours, ce sont des modules, et donc ça vous met, évidemment, vous avez beaucoup plus d'informations, ça met beaucoup plus de temps. Donc, automatiquement, vous aurez une partie d'informations qui sera présente au niveau d'un webinaire, qui ne sera pas, et on ne peut pas tout avoir dans le webinaire parce que on est aussi limité par le temps. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur les LMS si vous vous dites, OK, ça peut être sympa aussi de suivre d'autres types de formations que via le webinaire. On a la chance d'avoir ces LMS, comme pour les webinaires, dans les mêmes langues, c'est-à-dire l'anglais, le chinois, le français, le russe, l'espagnol. Dans votre cas, ce sera sans doute un peu plus le français qui vous intéressera. Donc, n'hésitez pas à le faire. De plus en plus, on a aussi ce lien qui est étroit avec Uppsala, donc les détenteurs les gestionnaires du Woodrug, parce que coder une information, c'est à la fois des effets secondaires, mais c'est également des medications, et donc on collabore de plus en plus étroitement avec eux. Pour ceux qui le savent, il y aura le prochain User Group Meeting en Europe, qui sera en Angleterre. Le premier jour, donc si je ne me trompe pas, le 21 avril, ce sera le Woodrug. Le 22, ce sera le MEDRA. Et puis le 23 et le 24, ce sont des formations de groupe qui seront mises sur place avec des modules et des sessions de formation. Donc, n'hésitez pas. Et là, vous pouvez aller de nouveau aussi vous inscrire sur le site du MEDRA, où vous aurez la possibilité d'avoir pas les webinaires, mais les formations en ligne. Moi, je vous ai fait mon petit questionnaire. Je sais qu'il y a eu un petit questionnaire qui est passé il y a quelques temps pour justement savoir si vous êtes plutôt en présentiel ou pas. Ça dépend évidemment d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, n'hésitez pas, parce que le formulaire est toujours d'application. Donc, vous avez ici le QR code. Quand vous aurez le formulaire, n'hésitez pas à le cliquer. Je termine simplement par les prochaines réunions. Je vous ai parlé ici du User Group Meeting en Europe qui aura lieu donc en Angleterre. Il se fera en anglais. Je serai présent. Donc, si vous, francophones, êtes présents, ça fera pour moi un grand plaisir de vous rencontrer en vrai et de pouvoir échanger en tout cas en français. N'hésitez pas à vous inscrire. La date limite est le 10 avril. Les places sont assez limitées. Après, c'est pour info, voilà, vous avez aux États-Unis, vous avez aussi en Chine, en Amérique latine, vous avez aussi Moyen-Orient, Afrique. Là, peut-être certains d'entre vous seront intéressés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent du continent africain ou Nord-Afrique. On a beaucoup de personnes qui viennent d'Algérie, qui viennent de Turquie, qui viennent du bassin subsaharien. Et donc, de plus en plus, on a de nouveaux utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que ce groupe Moyen-Orient-Afrique a vu le jour. Ça sera en anglais, mais si vous vous dites, OK, moi je suis francophone et il y a beaucoup quand même de francophones présents dans cette région-là, n'hésitez pas à remonter l'information et j'essaierai aussi alors d'être présent pour pouvoir continuer à échanger et être présent pour vous. Bon, la Corée, ça vous intéresse peut-être pas non plus. Et alors, voilà, comme je l'ai dit, la Chine et puis de nouveau le congrès international aux États-Unis fin octobre. Donc, voilà. On retombe finalement sur ce que je vous ai présenté en début avec le petit questionnaire. Et voilà. Donc, on est juste dans les temps. Je voulais simplement vous remercier parce que c'était peut-être un petit peu différent de ce qu'on a eu d'habitude. Mais pour moi, c'était vraiment l'opportunité d'avoir votre avis. Sachez simplement qu'à chaque webinaire qui va se donner, pour les personnes qui n'ont pas encore assisté à des webinaires, je ferai aussi ce genre de questionnaire pour savoir si finalement le webinaire a répondu aux attentes des utilisateurs et si certaines choses devraient être faites peut-être différemment, plus interactives, plus des exercices un peu différents ou pas. Et voilà. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'être proactif aussi et de vous aider.
Donc, je voulais vraiment encore vous remercier. Donc, le 15, c'est la release en français. Et puis, d'ici là, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais demander à Sarah de déverrouiller les micros. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais y répondre, mais on le fait avec ordre et méthode. Et voilà, ou sinon, on peut en rester là. Sarah, can you please unmute? Yes, I will do that now. Et voilà, le micro est libéré. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Mais voilà, comme je vous disais ici, c'était vraiment plus aussi à titre informatif par rapport aux nouveautés. Vous avez les slides et voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour la présentation, elle était très claire. C'est super, je suis content. C'est le principal. J'ai une petite question. J'ai Oui. téléchargé la nouvelle version de Medra en anglais, mais un code est demandé pour pouvoir la lire, mais je ne sais pas trop comment faire pour avoir le code. C'est un code que doit mon entreprise me donner ou c'est comment? Oui, alors ce qu'on peut faire, attendez, comme ça, est-ce que c'est? Hop. Et aussi, vous dites que les slides sont disponibles, c'est… Voilà. Voilà. Est-ce que vous… Où est-ce qu'il est, lui? Je ne sais pas si… Est-ce que vous voyez… Où est-ce qu'il est, lui? Vous voyez mon écran? Oui. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer directement à mon adresse mail ou sinon au niveau de l'helpdesk où eux vous répondront directement. Alors, parfois, souvent, c'est en anglais. S'il y a un problème de traduction, ils reviennent de toute façon vers moi. Donc, si vous avez un problème pour essayer de vous loguer, charger les fichiers ou pas, n'hésitez pas. D'accord, merci beaucoup. Et quand vous dites que les slides sont disponibles, on pourra les télécharger quand, les slides que vous avez présentés? Normalement, Sarah, the slides are already available? Which slide? The presentation. I can still see your slide. OK. En fait, les slides vont être disponibles d'ici 2 jours ouvrables en même temps que votre certificat. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Et en plus, ça sera enregistré donc, sur la chaîne YouTube du MSSE. Donc, vous aurez aussi accès à la rediffusion de l'ensemble si vous n'avez pas envie de lire et simplement repasser la vidéo, vous avez cette possibilité-là aussi. Mais les slides seront disponibles dans les 2 jours ouvrables. OK, Alors, merci beaucoup. voilà. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. J'ai une question, 2 questions plutôt. La première, c'est quand est-ce que vous allez venir en France pour un user group? En fait, justement, c'est pour ça que je pose justement toutes ces questions-là, parce qu'en fait, le user group, comme vous avez vu, ici c'est pour l'Europe, donc c'était à chaque fois essayer de trouver un endroit qui, on va dire, qui permet aussi d'être assez central et de toucher un petit peu tout le monde. Mais c'est vrai que la France, ça fait longtemps. Et je vais de toute façon monter l'information. Et si je vous ai justement demandé, je vous ai envoyé tous ces petits questionnaires et tout, c'est aussi pour mettre un peu plus de poids au niveau interne, au niveau du MSSE, pour leur dire, les gars, finalement, ça serait sympa. La francophonie, ça reste quand même un noyau ancestral au niveau du MEDRA. Et moi, je tiens vraiment à continuer à faire en sorte que ça soit bien présent. Et je vais vous donner, par exemple, un exemple. Cette année-ci, donc même si c'est en Angleterre, au niveau du User Group Meeting, je suis assez fier de moi. Il y a une CRO française en fait qui va venir présenter un des topics. Parce que je trouvais que c'était quelque chose d'important. Ça sera par rapport à la nutrivigilance, qui est quelque chose de très, très, très important, plus encore maintenant justement avec le problème des laits contaminés.
et la nutri-vigilance n'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours bien connu. Et donc, ben voilà. Comme je vous dis, j'essaye de faire, moi, de mon côté, aussi voilà, de récompenser, de faire en sorte que les gens soient proactifs. Et voilà. Et donc, vous avez envie qu'il y en ait en France. La France, le gros avantage, reste quand même très central en Europe. Et donc, à mon sens, il n'y a pas de grosses difficultés à mon avis, organiser un event là-bas. Donc, je vais en tout cas suggérer qu'il y ait un event un user group meeting prochainement, et aussi grâce à votre liste, notamment, comment dire, de congrès ou conférences où le MSSO pourrait être présent, eh bien, je pense que c'est une très bonne chose. Donc, même si voilà, le QR code ici reste actif, ou même si vous avez simplement envie de m'envoyer par WhatsApp ou même par mail après, ben, si vous avez des idées encore en cours de route sur des endroits ou sur finalement un congrès auquel vous dites, OK, ce serait sympa que le MEDRA soit présent pour peut-être parler d'un sujet en particulier, faites-le. Et je dis, ils ne seront pas contre, mais moi, je vais pouvoir leur dire, regardez, on a des demandes, on demande d'être présent, pas uniquement pour être assis à une table, mais aussi pour pouvoir justement avoir ces groupes d'activités, ces échanges. Donc, faites-le. Et ma deuxième question, ça Oui. concerne les dispositifs médicaux. Oui. Apparemment, de ce qu'on voit, les dispositifs médicaux, le codage doit se faire en IMDRF. Souvent, Oui. les autorités ici demandent l'IMDRF. Et pourtant, il y a du codage du dispositif aussi MEDRA. Et Oui. est-ce que si le codage est fait avec MEDRA, est-ce que c'est reconnu par des instances? Alors, en fait, c'est justement pour l'instant, tous les questionnements qui sont en train de se faire. C'est le cas aussi de la nutri-vigilance dans d'autres domaines où finalement, vous avez un essai. Je vais prendre un essai clinique, des données qui sont récoltées sur site, que ce soit par le site, par le CRO ou par le sponsor. Et donc, finalement, on va coder au travers du MEDRA. Et donc, comme vous dites, on a d'une certaine façon des données qui sont codées avec une terminologie et on a l'obligation de devoir rapporter les termes aux autorités sous une autre terminologie. Donc, ça, c'est le côté qui, pour l'instant, est assez, on va dire, inconfortable. Ce sont des discussions aussi qui se font, en tout cas, au niveau européen, entre les différents acteurs, on va dire, de la santé et régulateurs. Et donc, c'est pour ça aussi que, justement, en attendant, des systèmes de mapping ont été mis en place pour aider, justement, les sociétés, les structures à assurer, on va dire, cette corrélation entre les deux terminologies sans devoir trop rechipoter manuellement. Ancestralement, il y avait déjà, comme vous le dites, beaucoup de termes, et encore maintenant, et on continue toujours à l'étoffer aussi au niveau justement des dispositifs médicaux. Voilà, peut-être que les choses vont changer dans le futur. On va se dire à un moment, il y aura peut-être un basculement, un moment soit vers une terminologie plutôt que l'autre. Mais c'est d'un côté, on a l'usage fait par les régulateurs, de l'autre, par finalement les firmes ou le sponsor ou les hôpitaux. Et ils aiment utiliser justement cette codification MEDRA parce qu'elle est justement standardisée. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas au niveau de l'IMDRF. D'accord, merci. Excusez-moi, justement, j'ai une question. De la diapositive que nous avez présentée, si je ne me trompe pas, c'était le mapping IMDRF vers MEDRA. Oui. Est-ce qu'il est dans l'autre sens? Est-ce qu'il existe? Pas encore. MEDRA vers IMDRF? Non, pas encore. D'accord, merci. Voilà, c'est ça parfois voilà, la difficulté parce que c'est toujours rattraper le train en marche. Mais voilà, c'est de nouveau, si ce sont des demandes aussi, vous, utilisateurs MEDRA, qui vous dites, mais OK, nous, on a besoin que ça soit aussi dans l'autre sens, c'est intéressant aussi de pouvoir remonter l'information pour que se dire que le mapping puisse être bilatéral et pas uniquement de l'IMDRF vers le MEDRA. Ici,
c'est parce que beaucoup se disent, ben voilà, on a notre donnée, on la rapporte aux autorités et après on veut coder dans notre base de données, on maintient notre information, c'est plus facile. Mais on oublie que quand on a cette information en tant que sous-traitant ou en tant que sponsor, et qu'on doit la remettre aux autorités, on pourrait aussi se faciliter la vie. Donc, j'espère que tôt ou tard, ce sera dans les deux sens, ou alors qu'il y aura peut-être un changement au niveau régulatoire et qu'on va se dire à un moment, ça sera l'une ou l'autre. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, oui, merci bien. Je vous en prie. D'autres questions ou commentaires? Non, apparemment, si ce n'est pas le cas, voilà, je vous remercie en tout cas d'être resté en tout cas si nombreux jusqu'au bout. Je vous remercie de votre proactivité. Comme je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer un message, de vous connecter sur le groupe WhatsApp et à toute demande et tout, relayez-le. Comme ça, moi, je vais aussi mettre à jour. Le but est que ça soit de plus en plus proactif, adapter les exemples aussi, essayer de faire en sorte que ça soit vivant et que ça corresponde à votre usage. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir comment vous le communiquez. Donc, n'hésitez pas à repasser au travers du petit questionnaire et l'envoyer, s'il faut, même par mail. Voilà. Comme je vous dis, tout sera disponible dans les 2 jours ouvrables, certificat, slide. Et en attendant, s'il y a des questions, je reste à votre disposition. Et sinon, s'il y a des questions plus techniques, n'hésitez pas à vous adresser au MSSO Help, qui se fera un plaisir aussi de vous aider. Eh bien voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente journée et merci en tout cas de votre bienveillance, de votre écoute et de votre présence et puis à la prochaine. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci à vous aussi. Sarah?